Humble salutations, je suis TX9000. Je vous propose maintenant de suivre l'intégralité de la conférence de Greg Nicotero, le maquilleur et superviseur de certains effets spéciaux sur la série The Walking Dead, lors de la 8e édition du TGS Springbreak en 2015. Comme à chaque fois il y aura quelques coupures dans la vidéo, c'est dû à des contraintes de matériel, je m'en excuse par avance. En attendant, je vous souhaite un très bon visionnage et je vous retrouve juste après la conférence. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être venus aussi nombreux pour assister à cette conférence avec un invité qu'on est absolument ravis d'accueillir. Alors vous l'avez peut-être déjà vu ce matin si vous étiez à l'ouverture, vous l'avez peut-être déjà vu tout à l'heure lors du concours de cosplay. Mais là, on va vraiment pouvoir passer plus d'1h15 à discuter avec lui, même vous pourrez lui poser des questions à la fin. Oui, parce que c'est nous d'abord qui avons posé plein de questions, vous vous posez sur le Walking Dead. The Walking Dead qui est une série qui, depuis quelques années, a un peu révolutionné, une série zombie qui marche autant, une série sur une grande chaîne de américaine, ça s'est jamais vu, avec des scènes d'horreur tues à M. Greg Nicotero, des épisodes réalisés par M. Greg Nicotero, une série produite par M. Greg Nicotero, donc on se fait quasiment tout. Et si on organise cet événement, qui est un événement officiel Walking Dead, c'est grâce d'abord à la maison de production, un tel noir, Iwan, avec qui on a discuté, négocié et mis en place cet événement, et grâce à la chaîne LD1, qui diffuse The Walking Dead, donc les autres chaînes qui diffusent en USB 24, en tout cas LD1 en gratuit, c'est là où vous pouvez voir The Walking Dead, et bientôt il y aura les 16 étapes. Et pour vous remettre un petit peu en mémoire la raison pour laquelle on a tenu à faire venir cette personne-là de la série Greg Nicotero, voici un extrait qui va vous faire comprendre le génie de son travail. Mais attention, évidemment, ce n'est pas pour les enfants, on est bien d'accord, mais ce n'est pas des enfants, quoique, voilà. Voici l'extrait. Just another day. Une journée classique. Tout d'abord, merci beaucoup Greg d'être avec nous aujourd'hui. I'm very, very excited to be here. Thank you. Très content d'être ici, merci beaucoup. I have some funny story to tell first about that head. When Scott Gimple, the writer, had pitched that idea, I had thought that he should pull it like Predator, pull the base of the spine out, and use the skull like a mace, which was my original idea. And he's like, no, I kind of like the way it is. So for Christmas, I sent that head to Norman Reedus as a Christmas present. So try and top that. Alors en fait, par rapport à donc, la tête qui était arrachée dans la scène, il y a une histoire assez drôle. À la base, Scott Gimple avait donc prévu donc, ce qui était actuellement dans la scène, mais il avait proposé, donc M. Nicotero avait proposé une idée plus originale, c'est se rapprocher de ce qui était fait dans Predator, à savoir arracher la tête à partir de la colonne vertébrale et se servir du tout comme d'une masse. Ce qui au final, donc, M. Gimple, le producteur, préféré rester sur l'idée d'origine, mais comme blague, M. Nicotero a décidé d'envoyer la tête, ce qui a servi pour le tournage, comme cadeau de Noël à Norman Reedus. Alors, on va revenir au début de toute l'histoire du projet Walking Dead. Greg, lorsque vous avez reçu le scénario du premier épisode de Walking Dead, comment avez-vous réagi et comment Franck Darabon, au départ, vous a présenté le projet au tout début? Well, I was involved with Walking Dead before it ever even went into production. One of the challenges was how do they show the network what the zombies will look like. So what we did was we created 4 busts, full-size zombie heads. So when Frank and Gail went in to meet with different networks, they would say, well, how are you going to do the zombies, and what are the zombies going to look like? And he said, oh, well, I have Greg Nicotero and his company, and here's what the zombies look like. And they would put the busts up on the table. So that gave everybody involved a preview of what the walkers were supposed to look like. En fait, il a été directement impliqué dans la création de la série avant même qu'elle devienne une série. En fait, pour la création de la série, ils avaient donc créé 4 bustes de différents modèles de zombies avec différents stades de décomposition. C'est-à-dire que lorsque la production a pu donc démarcher les différentes chaînes américaines pour voir qui était intéressé par la production de la série, lorsque la question était posée, mais à quoi vous ressemblez les zombies, il dit, ne vous inquiétez pas, on a Greg Nicotero pour s'occuper de ça, et il montrait directement les différents bustes pour convaincre les producteurs.
avec Gaël, avec Franck, est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit tous, ça ne sera jamais à la télévision? Une série de zombies ne pourrait jamais être à la télé? Well, we were fortunate because we were trying to push the envelope. We didn't want to do something that had been done before. When you have Gail Ann Hurd, who produced Terminator and Aliens, and you have Frank Darabont, who directed The Shawshank Redemption, The Green Mile, and The Mist, it's a win-win situation. D'une certaine manière, avoir un producteur comme Frank Darabont, qui a donc réalisé des films comme The Mist, avoir des gens très importants dans la production a permis qu'ils arrivaient de base avec un projet suffisamment lourd par le fait que dès l'intention, ils avaient décidé d'aller plus loin que ce qui avait déjà été fait avant. Donc au final, la structure et l'équipe impliquée dans le projet permettaient de base de ne pas se poser la question si du possible ou pas. Justement, vous parlez de Frank Darabont, vous aviez déjà travaillé avec lui avant Walking Dead, sur les films La Ligne Verte et The Mist, justement. Est-ce que c'est pour ça qu'il a fait appel à vous? Parce que j'ai lu dans différentes interviews, lui comme vous avait dit que c'était important de travailler avec des amis. Est-ce que c'est ça qui a fait que vous avez fait Walking Dead ensemble? Yes, Frank and I had become friends years before. When he first started to work on The Shawshank Redemption, he had called and asked for some references on some makeup people. So we had become friends. The whole reason you get into the industry and you do this is to work with your friends. So we had talked about it over and over again. There was a time when he was developing, or he was curious about doing another zombie project, and I had read a script that I liked. And it was always about finding the right material. I mean, it's not necessarily about the look of the zombies as it is about the story that our characters go through. And that was very important to Frank. He had directed such great films that had big ensemble casts. So that was the goal here. Au final, donc, Mr Nicotero et donc Mr Darabont s'étaient connus lors du tournage de Shawshank Redemption, lorsque Mr Darabont avait donc fait des recherches par rapport au niveau du maquillage. Et en fait, il avait toujours voulu retravailler sur un projet de zombie. Et en fait, Mr Nicotero avait ce projet qui, d'un point de vue de l'histoire, l'avait beaucoup intéressé. Et au final, M. Darabont était, et est toujours, très attaché à la qualité de l'écriture, la qualité de l'histoire. Et au final, c'est le mix de ces deux projets qui ont fait ces deux approches, cette volonté de voir quelque chose de différent mais de bien écrit, vraiment de profond d'un point de vue d'histoire, qui les a rapprochés, les a fait travailler là-dessus. Je crois que vous connaissiez déjà le comics Walking Dead de Robert Kirkman avant de travailler sur la série. Il me semble que vous l'aviez déjà lu. Qu'est-ce que vous en aviez pensé à l'époque, vous qui aviez déjà travaillé sur des films de mort-vivant? Yeah, I love the comic book. I was filming with Robert Rodriguez. I think we were shooting Spy Kids 2, and I'd gone to a local comic book shop, and there it was on the shelf. And I love the artwork. That's usually one of the first things that attracts me to something. And I love the drawings of the zombies and flies flying around them, and it just. I bought two of them, and I went back to Robert's office, and I said, hey, there's a zombie comic book, you should check this out. So I had followed it for a while, and it wasn't until later that when Frank had said, oh, we're going to do The Walking Dead, that I kind of put two and two together. But I had read the comic book and was a big fan of it, so I'm fortunate that it worked out. Alors en fait, il avait découvert le comic book pendant le tournage de Spy Kids 2, le film de Robert Rodriguez. Pendant le tournage, il avait acheté des journaux et il est tombé donc sur les premières éditions de Walking Dead. Donc curieux de découvrir une bande dessinée sur des zombies, ce qui dans l'univers du comics sont assez rare. Et au final, il a été de suite accroché par le dessin, par le style, par l'approche du zombie, d'un point de vue graphique et d'un point de vue d'histoire. Et donc le temps a passé, il en a parlé à Robert Rodriguez, il a vu ça, il y a un comics sur des zombies, c'est pas courant. Et des années après, donc lorsque Frank Darabont l'a appelé pour lui dire on va adapter The Walking Dead, ça a fait tilt dans sa tête, c'est devenu évident. Pour le maquillage que vous faites pour la série, est-ce que vous vous inspirez plus ou moins de la bande dessinée? Entre autres, Charles Adler disait à propos de la bande dessinée, à propos du comics, qu'il dessinait des zombies de plus en plus décrépits au fur et à mesure que le temps passe dans l'univers de Walking Dead. Est-ce que c'est le cas aussi pour vous?
I think because the series we've been on for 5 years, you never really have the same sense of time in the comic book. In the comic book, Carl is still this big, but in reality, Carl is that big. So I just took upon myself to make sure that with each season, it appears as if the zombies are decomposing and eroding even more from the sun, from the rain. When every season ends, I watch each episode and I make a list of the changes that I want to make and what I can do to make the effects stand out even more. And one of the things is to continue to make sure that the decomposition looks authentic. Techniquement, la notion du temps entre une série live et un comic book est complètement différente de par le fait des noms relativement simples. Prenez le personnage de Carl, logiquement dans le comics il est encore assez petit, c'est un enfant, alors que forcément, vu l'âge de l'acteur, il a dû grandir dans la série. Donc la notion du temps est différente, mais quoi qu'il arrive, le concept d'usure dû au soleil, dû à la marche, dû à la pluie, dû aux saisons qui passent, a toujours été un élément que Mr Nicotero a pris en compte dans la construction des maquillages et des zombies. À chaque fin de saison, il regarde où ils en sont d'un point de vue des compositions, il fait une liste des différents éléments qui devront être apportés ou qui devront être conservés sur l'évolution logique et plausible de la décomposition des zombies. C'est très scientifique. Alors, bien évidemment, vous aviez déjà créé plusieurs zombies avant la série Walking Dead, notamment pour les films de George Romero, avec qui vous avez travaillé à de nombreuses reprises, que ce soit sur Day of the Dead, Land of the Dead, Diary of the Dead et Survival of the Dead. Qu'avez-vous appris sur les zombies en travaillant avec George Romero, qui vous a ensuite été utile pour travailler sur Walking Dead? There was one very interesting thing that George had mentioned to me early on, and it revolves around the performance of the zombies. Techniquement, en fait, la chose qu'il a appris, qui continue sa aujourd'hui, c'est ça sur l'approche et le mouvement du zombie. So if you demonstrate for 50 people, si vous faites une démonstration pour 50 personnes, how to walk like a zombie, when you say action, all 50 people will do the exact same thing. Techniquement, si vous demandez à 50 personnes de faire imiter un zombie, vous leur dites go, ils font tous la même chose. Not so good. Pas terrible. So that was something that I learned from George that helped us guide how we cast the zombies on the show. Because it's an audition process. We don't necessarily tell them, oh, this is what you're supposed to do. We audition them so that we can see which performers are better actors, because they might be in a fight scene with Daryl Dixon or with Carol, and they have to be good performers. So we have Zombie School, and Zombie School allows us to cast the zombies for the show. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ils ne prennent pas n'importe qui ou juste des figurants pour les zombies, il y a de véritables auditions, il y a un véritable travail sur la manière de bouger, la manière d'approcher donc l'interprétation du zombie. Donc une sorte d'école à zombies leur a permis donc de vraiment travailler sur l'approche, parce que autant un zombie qui va juste marcher sur le dos c'est une chose, mais s'il doit être impliqué dans un combat, ses réactions doivent être différentes, doivent être travaillées, doivent être logiques. Donc ils ont vraiment dû travailler sur l'approche et l'interprétation des acteurs, des vrais acteurs qui interprètent les zombies. Donc pouvez-vous nous en dire plus sur cette... Vous êtes très intéressé sur cette zombie school. Je veux dire qu'il y a des diplômes, on y rentre facilement. I thought about that actually. I made a fake diploma for I think season 2. It was like, congratulations, you've graduated from zombie school. And I signed it, and Gail signed it, and Robert Kirkman signed it. And I had it made, and then I got busy, I never got a chance. So I have a stack of diplomas. Alors techniquement, ils se sont amusés à faire un véritable diplôme lors de la saison 2, donc félicitations, vous êtes maintenant diplômé de l'officiel, donc école de zombies, donc tamponné signé par le producteur, par le réalisateur et donc par Mr Nicotero, mais au final le travail a pris dessus et donc il a maintenant une pile de diplômes qui prennent la poussière, mais donc techniquement il n'y a pas de diplôme de cette école, mais ils ont été faits une fois. Et dans Walking Dead, s'agit-il à chaque fois du même type de zombies ou y a-t-il des zombies de types différents, soit suivant les épisodes, les saisons?
Je sais pas. You know, the zombies in the show, we do have different types of walkers. In season 4, we had the infection at the prison where people started bleeding out of their eyes. So they died more from an infection than they did from the zombie plague or whatever. But we do try to break it up a little bit because we have fresh kills and then we have walkers that have been walking around for a long time. Those are much more rotted and decomposed. But when we do the show, sometimes we use makeup, sometimes we use puppets, animatronics that have, so you can remove more of the face, so it looks less like a person in makeup, but more like a corpse. Techniquement, il n'y a pas réellement de type de zombies différents, mais en fait, chaque zombie va vraiment dépendre d'un point de vue physique et d'un point de vue d'interprétation de l'origine de son infection virale, ou s'il aura tout juste été tué, ou si ça fait X années qu'il marche sur les routes. À chaque fois, l'approche est différente, et l'approche doit être toujours logique, dans ce souci de logique par rapport à l'état du zombie dans l'avancée de l'histoire. Alors, comme vous venez de l'écrire, il y a différentes techniques pour créer des zombies, il y a également différentes contraintes, et c'est justement ce qu'on va voir dans l'extrait qu'on va voir tout de suite, qui cumule un peu tous les défis que vous devez relever. On va regarder l'extrait et on va en parler ensuite avec vous. About that sequence is the walker that leans into the bus and gets its guts cut open. What we started doing in the last 2 seasons is adding facial hair to the zombies because with that particular makeup, the nose. You know, can they back that up and freeze frame on that guy? Can you guys do that? Thomas, est-ce qu'on peut remettre l'image au début de l'extrait quand c'est le zombie qui se plie sur la vitre dans le bus? It's the one when he's leaning. Yeah, there you go. Okay, good. Merci Thomas. Very good. So can you put it up there? There you go. Okay, so see how flat the face is? Vous voyez à quel point le visage est plat? So what we do is we build this out with a prosthetic so that it looks flat, the nose is gone, and then we add hair. So it looks more like a skull, like the nose is missing, but this is actually a practical effect. Alors en fait, techniquement, tout l'avant du visage en fait, est une prothèse. Ils sont construits de manière à ce que le visage fasse plus squelettique, que le visage, donc le nez soit comme parti. Et au fur et à mesure des saisons, ils ont de plus en plus rajouté donc, des poils sur les cheveux, sur les zombies. Mais là, dans ce cas-là, tout l'avant du visage est faux. We also like to find, sometimes we'll find characters that are very thin, and we will paint their bodies to look decomposed and modeled. And then, of course, can we put that back up there for a second? See if they can understand what I'm saying. Probably not. The cut on the stomach is all CGI. So this bit right here, where the blood pours out, is CGI. So it's a combination of practical and CG. En fait, ce qu'ils font de plus en plus, c'est qu'ils trouvent des acteurs qui sont très très minces, de manière à, juste par la peinture, retravailler donc toute la partie des composés au niveau du corps, au niveau de la peau et du maquillage. Et en fait, là, sur cette image en particulier, sur cette scène en particulier, toute la partie du verre qui ouvre le ventre du zombie et fait ressortir les entrailles, toute cette partie est faite en 3D, en post-production. Donc pour cet effet-là, vous voyez un mix parfait à la fois d'effets de plateau, donc de maquillage au niveau du visage, et d'effets 3D sur le bas du corps. So can you go forward? Can you have them go forward to one of the snaps? Un peu dans l'image. Just to one of the... Bon, quand une tête se fait poignarder. Oh, good. Oh, go back. Perfect. Ah, perfect. Okay. So the way that we do this is every weapon, every knife, every gun, we have versions that are cut in half. En fait, toutes les armes qu'ils possèdent, tout ce qui va être épée, baïonnette ou couteau, existent toutes sans la lame. So it'll be like this. Versus this. And the CGI adds
the tip of the weapon and the blood spray. À partir de là, l'effusion de sang et la lame en elle-même, la pénétration dans le corps, tout ça va être rajouté en 3D. Moi, il y a un autre élément qu'on ne remarque pas forcément, mais qui me semble être une énorme contrainte dans la série, et qui n'existe pas forcément dans beaucoup de films de zombies, c'est que là, toute la séquence se passe en plein jour, alors que la plupart du temps, dans les films d'horreur, dans les films de zombies, ça se passe la nuit. Est-ce que pour vous, le fait que ça se passe en plein jour, ça rajoute une difficulté supplémentaire? That's a great question, because traditionally zombie shows, horror shows, take place at night. So you have moody lighting and you moonlight and fog and sort of classic horror moments. The big challenge on The Walking Dead is we're always outside, we're always in the sun. So when we started the show back in season 1, we did multiple makeup tests to see how the makeups would hold up in direct sunlight and in bright sunlight. So we had to make some adjustments, but it's definitely a challenge because there's nowhere to hide anything. There's no threat of a zombie coming out of the shadows like in Night of the Living Dead because we have bright light everywhere. So it's definitely a challenge. Alors, difficulté pas forcément, mais surtout un challenge, vu qu'en général, vous savez, les films de zombies, les films d'horreur sont toujours passés de nuit ou dans des lieux très sombres, pour jouer avec les ombres, avec les lumières. Là, la difficulté, effectivement, c'est de tourner en plein jour, donc tourner en extérieur et en plein jour, il n'y a aucun moyen de cacher quoi que ce soit. Le maquillage, pour moi, tout travailler de manière parfaite. Donc ils ont dû faire des tests donc, sur des bustes, des créations de maquillage, voir comment, par rapport à un maquillage de zombie classique, comme on peut le faire dans un film d'horreur classique, là, comment trouver un zombie qui rende réel, mais en pleine lumière. Et comme vous nous l'avez expliqué sur cette scène, il y a aussi beaucoup d'éléments en images de synthèse. Comment est-ce que vous travaillez avec les images de synthèse? Est-ce que c'est votre équipe qui s'en charge? Je pense que non, c'est une autre société. Comment est-ce que vous travaillez en relation avec ces autres sociétés qui sont spécialisées dans les images de synthèse? Est-ce que vous vous parlez beaucoup? Comment ça se passe? Well, usually we break everything down in the script as to what is our responsibility and what is the digital effects responsibility. One of the challenges for the show, of course, is we shoot each episode in 8 days. So I would love to do everything practical, but we just don't have the time. So we will create elements, like if a zombie's head gets stepped on by Michonne, we will make a fake head, fill it with guts, and step on it on set. But we work very closely to determine who handles what. En fait, la responsabilité de chacun, que ce soit les effets, tout plateau ou effets 3D, est décidée de base dès le script. Donc tout le monde sait exactement qui doit faire quoi. Mais vu que les épisodes, en général, sont tournés en 8 jours, il est impossible évidemment de faire l'intégralité des effets de manière pratique et de manière réelle. Donc lorsqu'il y a besoin pour les gros plans, des scènes particulières, d'éléments réellement physiques, comme une tête qui devrait être éclatée, parce que là il faut une fausse tête en silicone, mettre des entrailles à l'intérieur, faux évidemment, et de manière à ce que le plan fasse plus réel. Mais tout ce qui va être partie vraiment 3D et réel, tout ça est décidé à la base dès le script. And also in last season, in season 5, in episode 2, all the walkers in the food bank that was flooded with water were all practical makeups. And at one point, Bob grabs a zombie pulls Bob underwater, and he picks it up and wrestles with it. And we did that as a full animatronic puppet. And Bob takes the zombie and throws it onto the table leg, and the chest explodes. So we built 2 puppets that had opening rib cage. So all of that was practical, all those kills. Mais dans certains exemples, voilà, ils font vraiment l'intégralité des effets de manière pratique et physique. Pour donner un exemple, l'épisode 2 de la saison 5, lorsqu'ils vont récupérer de la nourriture dans la banque alimentaire, tous les zombies qui sont dans la mare, donc la banque alimentaire est à moitié inondée, tous ces zombies-là sont entièrement réels, et le zombie avec lequel le personnage de Bob va se battre, le tirer sous l'eau et en ressortir, celui-là c'est un animatronique du début à la fin. Ils ont dû créer 2 modèles pour le début du combat et pour la fin du combat, lorsqu'il ouvre la cage thoracique, de manière à avoir un effet aussi réel que possible sur cette scène-là. Pour les chefs de son aussi qu'on voit dans la série, il semble que vous ayez mis en place un processus différent des traditionnels explosifs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
had a couple of ideas, practically, and then we ended up doing something digital, but the trick is when you do an exploding head, traditionally it was a squib, an explosive, that you put into a blood bag, so when you blow it, the top of the head blows off. But that was an actual explosion on the performer's head. Alors, à la base, l'écran classique donc, dans le cinéma d'horreur, c'était d'utiliser des explosifs et des petits paquets de sang. Quoi. Si une tête explose, vous avez donc une capsule de sang dans laquelle est mis un explosif, c'est une réelle explosion qui a lieu sur la tête. Donc au fur et à mesure, ils ont dû passer à un système plus basé sur des images 3D que sur des images des véritables effets. So in season 1, we developed a technique where we were able to put a tube filled with air and fill the tip of the tube with blood. So when you stepped on a little pedal, it would push the air out of the tube and the blood would spray everywhere. So we were able to do explosive head hits without putting an explosive charge on the performer's heads. Sur la première saison, ils avaient trouvé une astuce, plutôt que d'utiliser un explosif de manière à pouvoir ne pas blesser les différents acteurs, ils utilisaient en fait un tube qui plaçait au niveau de la blessure, sur la tête ou le bras ou ailleurs, dans laquelle ils branchaient sur une pompe à air, et juste dans le début du tube, ils mettaient donc une dose de sang, et à ce que lorsqu'ils pressaient la poire, l'air sortait, il faisait chiquer le sang du début du tube, mais sans prendre aucun risque pour l'acteur en question. And then, of course, a lot of times we use CGI. What we do on set is we film milk in front of black background, and they will take that CG element of milk and change the color to make it look like blood, and then place that element on the footage. Mais au fur et à mesure, il a fallu passer à la 3D, et en fait, la technique qu'ils ont trouvée, ça a été de reproduire plus ou moins les gerbes de sang nécessaires à la série, mais avec du lait. En studio, sur un fond noir, de faire des explosions de lait. À partir de là, les studios 3D récupèrent ces explosions donc, sur le fond noir, changent la couleur, placent l'effet là où il doit être, et vous avez un effet qui se marie parfaitement à la scène. Alors on va arriver à véritablement comment se déroule une de vos journées typiques sur la production et sur le tournage de Walking Dead. Ça prend combien de temps pour maquiller un zombie pour un épisode? Well, usually we'll start at 5 o'clock in the morning. We have 5 makeup artists who will spend about an hour and a half per zombie makeup for the close-up hero makeups. So there's 3 kinds of makeups. There's the hero up-close zombie makeups, then there's mid-ground makeups that are just paint, and then background, which are masks. So the extras come in, they get their wardrobe, they come to us and we start making them up in waves because we have to, we have 20, 30, 40 walkers per day. And it's like an assembly line. En général, la journée commence vers 5h du matin. Ils sont 5 maquilleurs sur l'équipe qui, en général, passent en moyenne 1 heure sur le maquillage d'un seul zombie. Il faut savoir qu'il y a différents types de zombies selon les nécessités et besoins par rapport à la caméra. Vous avez donc des plans très serrés où, à partir de là, il faut vraiment travailler sur les détails. Les zombies qui vont être en milieu de plan, à partir de là, qui seront moins visibles. Et vous avez ceux qui seront complètement au fond de l'image. À partir de là, le maquillage est plus simple pour moins de temps. C'est en général un simple masque, quelques retouches, de manière à ce que, visuellement, globalement, au fond du cadre, l'illusion passe. Et au final, ils doivent travailler par vague, parce que donc, les acteurs arrivent, récupèrent le costume, ensuite passent par eux, et à partir de là, donc, ils doivent faire ça par vague, encore et encore et encore. Et je crois que dans votre travail, que ce soit sur Walking Dead ou sur les films sur lesquels vous travaillez, vous, ce que vous aimez particulièrement, c'est vraiment être sur le tournage, être sur le plateau. Pourquoi est-ce que ça vous semble important d'être vraiment au contact des acteurs, du réalisateur en permanence au quotidien? I love being on set. I mean, that's where you're at the most creative, and being able to imagine what you're going to shoot, and then you go into the makeup trailer, you see the makeups being done, and then you go to set. There are steps, and you could have the best makeup in the world, but if it isn't filmed correctly or acted correctly, then you've wasted time.
So there are many times when I will be on set and point to the director and say, shoot a close-up of that zombie because it's a great makeup. Because the show needs those moments. So it's important that I'm there all the time to be able to make sure that those characters are well represented. C'est très important pour lui parce que donc, pour superviser l'intégralité de l'action, on peut très bien se rendre compte que dans une situation X ou Y, le fait de mettre en emphase un certain maquillage qui a été particulièrement réussi peut apporter, au-delà du fait de rendre hommage au maquillage qui a été fait, mais effectivement apporter quelque chose de vraiment fort à la scène. Donc pour lui c'est important parce que même, il arrive parfois que même en étant sur le plateau, c'est à ce moment-là que les idées les plus créatives vont être. Effectivement, il est arrivé de dire au réalisateur, pense à cette image-là avec le cadre, cette lumière, ce maquillage rend vraiment pas particulièrement bien. Donc ça permet de superviser l'intégralité de l'action et de vraiment être ancré, de savoir exactement ce qui s'y passe et d'avoir des idées beaucoup plus créatives. Comme on le voit, vous êtes très impliqué, y compris maintenant en termes de réalisation, parce que vous avez réalisé des épisodes. On va en parler dans une minute, mais je voudrais vous poser une dernière question sur le maquillage. Dans Walking Dead, évidemment, les walkers sont des humains, mais vous avez également créé des chevaux qui se sont fait dévorer par les walkers. Dans le tout premier épisode, et récemment, dans la saison 5, encore un cheval qui a été mangé par les walkers. Est-ce que c'est plus compliqué de créer des chevaux? Est-ce que ça vous fait créer des chevaux qui sont mangés? Yes. Actually, we had done Django Unchained. We had made a couple of horses for some other films. So in the first episode, when the horse gets torn apart, we had a fake horse that was made for Tarantino for Grindhouse, and we just cut the inside out and loaded it with blood bags and guts. There's a funny story though, is that when all the zombies are eating, they tend to lean in. So the zombies lean in and start chewing and ripping. At one point, one of the guys was so far in that he was blocking the shot. So Frank went running over and grabbed this guy by the back of his pants and pulled him out of the shot. So you have this zombie going, looking around because he had no idea what was happening. Alors en fait, à la base, donc, les chevaux, l'expérience avait déjà été faite donc, sur le tournage de Django Unchained de Quentin Tarantino, ainsi que sur Grindhouse. Donc en fait, lorsque le premier épisode de Walking Dead a été tourné, ils ont utilisé donc, un modèle qui a été écrit pour le Grindhouse de Quentin Tarantino, donc qu'ils ont tout simplement en fait ouvert, dans lequel ils ont mis donc des entrailles, des packs de sang. Et en fait, petite anecdote drôle, c'est que lorsque la scène a été tournée, donc tous les comédiens ont commencé donc à ouvrir le ventre du cheval, à grignoter ce qui était dedans, et en fait, l'un des acteurs a été tellement impliqué. C'est carrément rentré dedans, mais à un tel point qu'il bloquait l'image, il bloquait la caméra. Donc Franck Darabont, le réalisateur, a dû aller sur la scène pour attraper l'acteur par le pantalon, pour le traîner hors du cadre, vu qu'il ne pouvait pas se rendre compte de ce qui se passait. Donc effectivement, si vous regardez, on peut avoir un zombie qui d'un coup ne comprend pas ce qui se passe et se retourne tout surpris d'apprendre qu'on est en train de se faire tirer par le pantalon. Alors on parle de réalisation, vous réalisez maintenant, depuis le début, beaucoup d'épisodes de The Walking Dead. Vous réalisez même beaucoup d'épisodes dans lesquels un des personnages principaux de la série meurt. Attention les spoilers, hein, si vous n'avez pas tout vu. Voilà, mort de Dixon, bref. Alors vous êtes le réalisateur préposé aux morts dans Walking Dead, ou c'est dès que vous réalisez un épisode, on sait que quelqu'un va mourir dedans? The actors call me the Grim Reaper. Les acteurs l'appellent la grande faucheuse. There was one day when I called Melissa McBride, who plays Carol. I just called her out of the blue one day just to say hi. This was 2 years ago. Hello, Melissa. Hey, it's Greg. Why are you calling me? I just wanted to... I'm going to die, aren't I? No, you're not dying. I'm just calling to say hi. I'm dying, just tell me. Every time I call Norman, every time I call Andy, this is the call, isn't it? No, thank you, I'm just calling to say hi. Donc en fait, le groupe des acteurs l'appelle la grande faucheuse, et en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, il a appelé Melissa McBride, qui joue le personnage de Carole. Donc il l'a appelé, voilà, c'est pour prendre des nouvelles tout simplement, et donc il dit « Ah, Carole, c'est Greg ».
Je vais mourir, c'est ça? Non, mais ça n'a rien à voir. Dis-le moi, dis-le honnête, dis-le. Non, mais vraiment, ça n'a rien à voir. Bon, je me recants. Et en fait, apparemment, c'est une situation qui est récurrente avec tous les acteurs. À chaque fois qu'il appelle un des acteurs au téléphone, juste pour prendre des nouvelles, la réaction qu'il a, dit ça y est, c'est la bonne. Et comment on se renouvelle quand on doit mettre en scène la mort d'un personnage principal de la série? Comment vous réussissez à chaque fois à vous renouveler? The deaths of the characters are very, very challenging because every one of them is very different. Throughout the course of the show, what you realize is it's how the other people react to the death that gets the emotion. I'll give you an example. When Merle died, excuse me. When Merle died, it wasn't so much about his death as it was how it affected Daryl. When Daryl saw him, you felt that sense of loss. And that's something that's very important because no death has been the same. And this season we had a couple that felt meaningless but were there for a reason. Au final, donc, les morts des personnages principaux sont toujours importantes parce que bon, forcément, c'est des personnes qui sont importantes pour l'histoire et pour les spectateurs, mais ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose de très particulier, c'est qu'en fait, ce n'est pas tellement comment la mort en elle-même est mise en scène, mais comment la réaction des autres personnages va être interprétée et mise en scène. Pour l'exemple qu'il donnait, lorsque le personnage de Merle, désolé pour ceux qui ne savaient pas qui sont au début, lorsque le personnage de Merle meurt, c'est pas tellement comment sa mort et sa perte est mise en scène, c'est comment la réaction et surtout l'effet que ça a sur son frère, sur Daryl. C'est lorsqu'on voit sa réaction à lui, on sent vraiment toute la peine, toute la douleur de sa perte, et pas tellement sur le personnage de Merle en soi. En dehors des morts de personnages dont on vient de parler, maintenant vous avez une autre spécialité, c'est de réaliser les épisodes les plus importants pour une série télé, surtout une série télé à succès. Vous faites les épisodes du début de saison et les épisodes de fin de saison. Vous avez fait le premier de la 4, le premier de la 5, le dernier de la 5, c'est vraiment crucial pour une série américaine. Est-ce que pour vous c'est une pression particulière d'avoir ce rôle-là, ou est-ce que c'est un honneur? Comment est-ce que vous ressentez ça? It's a lot of pressure. Those two episodes, the first episode launches us into the series. So, and they're always big, you know, and this season there was explosions and Terminus and, you know, guys getting their throats cut and Carol and the baby. And so there was a tremendous amount of pressure to get us out of the gate. The other episodes, I did 2 in between. But also one of them was Tyrese, and then the other one was arriving in Alexandria, and then the finale, the challenge with the finale was wrapping up every storyline. La pression en fait est vraiment très importante parce que le premier épisode d'une saison est très important. C'est celui qui va lancer le ton, qui va lancer donc l'échelle de l'intégralité de la saison. Sur la saison 5, ça a été encore plus important parce qu'il y a eu des explosions, des fusillades, des gens qui faisaient égorger, donc c'était une très grosse approche. Sur le reste de la saison, il a fait des épisodes qui en soi étaient plus légers, mais qui avaient quand même des éléments très importants concernant des personnages principaux. Also, and so for the finale, was only supposed to be 1 hour, but when I started editing the episode, I didn't want to cut certain aspects of it. So in the States, I don't know if it was an hour and a half. Is it an hour and a half? I cut together the episode that I felt fit with the material. So we presented to the network an extra half an hour episode because we had 14 characters and you had to wrap up these stories and then set us up for season 6, which is, you know, start shooting in a month. En ce qui concerne le dernier épisode, en fait, donc ils ont fait la production, on fait l'intégralité de l'épisode, mais au moment du montage, M. Nicotero s'est rendu compte que réduire tout ça à 1 heure, donc le format classique des épisodes de fin de saison, ça n'était pas possible. Donc il a refait le montage pour avoir donc un épisode d'1 heure et demie, et au final, pour vraiment lier l'intégralité des différents éléments, des différents personnages, le tout n'était pas réductible en dessous d'1 heure et demie. Au final, donc, ils ont présenté 2 épisodes, version d'1 heure, version d'1 heure et demie, à la production, et la production a fait le choix de Bastien sur la version donc d'1 heure et demie, donc vraiment l'intégral.
Comme vous l'avez dit, réaliser le premier épisode de la saison, ça permet de lancer un peu le nouveau thème, la nouvelle histoire de la saison. Et justement, vous travaillez sur la série évidemment depuis le début, et se sont succédés 3 showrunners. D'abord Frank Darabont, puis Glenn Mazzara, maintenant Scott Gimple. Est-ce que pour vous, les thématiques ont changé, vous qui avez vu tout depuis le début? Est-ce que ça a lancé 3 versions différentes de la série? Comment est-ce que vous voyez ça en termes d'histoire? I feel like Frank Darabont and Scott Gimple have definitely pushed the show in the direction that, you know, every showrunner is different, every showrunner has a different style. I feel like Scott very well emulates the style that Frank had established in season 1, which I think is part of the reason why the show is as successful as it is, because Frank and Scott have similar sensibilities. Au final, Frank Darabont et donc Scott Gimple ont plus ou moins la même approche au final. Scott Gimple a réussi à très bien reproduire et respecter l'approche de style et de narration qu'avait mis en place Frank Darabont au début de la saison. Et Mr Nicotero pense que ça fait justement partie du fait que, enfin en tout cas une des raisons pour lesquelles la série a autant de succès aujourd'hui. C'est qu'il y a cette cohérence du début à la fin, en tout cas entre M. Darabont et M. Gimple. Alors là, on a parlé de tout ce qu'on a déjà vu, on a parlé du passé, maintenant on va parler de l'avenir. Est-ce qu'il y a la moindre chose que vous pouvez nous dire sur la saison 6, ou est-ce que c'est même pas la peine qu'on vous pose la question? It will be in color. It will be in color, there will be zombies. C'est en couleur, il y aura des zombies. There will be some blood. Well, you know, I honestly feel that the season finale speaks to that question, because we have a sense of what the balance of power is in Alexandria. We've reintroduced Morgan, and we've established one potential threat, which is the wolves. So I think you can watch season 5 and get a good sense as to what to expect from season 6. But I can't tell you anything. On aurait essayé. Nice try. Au final, il ne peut pas vraiment nous dire quoi que ce soit sur la production, ni sur ce qui va se passer dans la saison 6. Mais au final, de ce qu'il nous dit, la fin de la saison 5 met très bien en place beaucoup d'éléments qui serviront, qui sont très importants à la saison 6. Donc entre le retour du personnage de Morgan, la découverte et la mise en place vraiment de l'équilibre des pouvoirs dans Alexandria, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place dans la saison 5 qui auront énormément d'importance dans la 6. Et il va y avoir aussi un spin-off, Fear the Walking Dead, sur les formes en English. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Ça se passera, ça se déroulera avant, et a priori pas uniquement à Los Angeles. C'est tout ce qu'on croit savoir dessus. You know, one thing that's fascinating about this spin-off show is being able to experience the outbreak at the beginning. I think getting an opportunity to observe human relationships, familial relationships, as things begin to break down, sort of starts setting up who's who, like which people are going to be willing to do, how far will they go to protect someone that they love, because that's really what our show is about. So seeing the beginning of that breakdown of society, I think will be fascinating. L'avantage de Fear the Walking Dead va être de voir une toute nouvelle approche par rapport à cet univers-là. Dans la série The Walking Dead, les personnages sont dans cette situation depuis longtemps. Là, on va retourner vraiment au moment où tout a commencé. Donc, quand les gens sont vraiment sortis de leur vie de tous les jours pour se retrouver face à une apocalypse de zombies. Donc, ça va vraiment être une toute nouvelle approche, voir comment des gens qui, dans une situation vraiment d'urgence et qui dépassent complètement leur entendement, comment vont-ils réagir? Comment certains vont nous surprendre, d'autres vont nous décevoir. Donc c'est vraiment une toute nouvelle approche d'un univers qu'on connaît. Et ça sera aussi une nouvelle approche en termes de maquillage, puisque, étant donné que ça se passe au début, peut-on imaginer que les zombies soient moins dégradés dans cette nouvelle version? I think the makeup will change. I mean, one of the things that we do on the show in Georgia is the elements, the weather, have a lot to do with it. Sun, rain,
you know, clearly Los Angeles is a much drier environment. So I think that will affect the look of the walkers differently than what we have in Georgia. Le spin-off et la région dans laquelle ça se passe va définitivement avoir un impact par rapport à la création des zombies, vu que Los Angeles est une zone qui est beaucoup plus sèche que la Géorgie. Et au final, ce sont des zombies voilà, qui n'ont pas subi l'épreuve du temps, l'épreuve de la pluie, de la météo. Donc oui, il va y avoir de gros changements d'un point de vue maquillage. Mais c'est justement ce qui le rend d'autant plus intéressant pour nous. Vous continuez donc à travailler sur Walking Dead avec la saison 6. Vous allez travailler sur le spin-off, bien évidemment. Vous continuez à travailler pour le cinéma, notamment le prochain film de Quentin Tarantino. Comment est-ce que vous faites pour travailler sur tout ça à la fois? Quand est-ce que vous dormez? Never. I love my job too much to sleep. It's just something that you're driven by your passion. You're driven by what you love to do. You know, I directed 4 episodes last season, plus a pilot for another TV series that ended up not getting picked up. But I never got tired until we were done. The minute that we wrapped in November, I just crashed. But up to that point, you're fueled by the passion of the people around you, by the energy of the people around you, and they keep you. You know, we keep each other alive, and it feels great to have. You know, there's no assholes on our show. Everyone's great. They're all cool people, so I consider that very lucky. Au final, c'est la passion de l'équipe, c'est la sienne pour ce métier, pour tous les corps de métier qui font que l'intégralité de l'équipe vraiment fonctionne tout à la passion. Il n'y a pas le temps d'être fatigué, donc que ce soit entre la série, le spin-off, le cinéma, il y a toujours quelque chose qui le maintient dans un état d'énergie constante. Par contre, voilà, une fois le tournage terminé, comme en novembre dernier, c'est juste écroulé, ce qui est un petit peu normal, mais au final, voilà, ce sont les équipes et les passions des uns des autres qui maintiennent tout le monde dans l'état, et comme il le disait, vraiment, ils ont la chance de ne pas avoir de cons dans leur équipe, donc il n'y a que des gens bien, donc tout va bien, tout le monde s'entraide et se maintient en bon état. Maintenant, ça va être à vous. Si vous avez des questions à poser à Greg Nicotero sur The Walking Dead, mettez les micros sur la gueule. Il y a un micro qui va circuler. Merci de bien avoir le micro avant de poser votre question pour les gens qui suivent en streaming sur Internet. Et merci de poser également votre question en français. C'est Ben qui traduira ça. Ben qui fait un boulot formidable depuis le début. Ouais. Bonjour. J'ai une question qui va un peu au-delà de la série The Walking Dead. Vous êtes quelqu'un qui représente en fait le cinéma de genre et d'horreur dans son ensemble. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui, par le biais de cette série, d'arriver à le démocratiser en fait, que ça devienne quelque chose de mainstream? Parce qu'aujourd'hui, même des enfants ou des adolescents sont capables de regarder la série, alors qu'à l'époque, vous êtes vous avez travaillé sur des projets qui sont un peu plus trash. Qu'est-ce que ça vous fait en fait? La question véritablement c'est ça, c'est qu'est-ce que ça vous fait justement d'être un petit peu à l'origine de la démocratisation d'un genre du genre d'horreur? I'm honored to be able to keep the zombie genre alive. You know, I think in 2003 or 2002, when Resident Evil video game and House of the Dead video game, I think by putting video games out there where people could take toy guns and shoot the toy guns at the screen and kill zombies opened up the genre for more people. So when Resident Evil was made into a movie, and then 28 Days Later, and Shaun of the Dead, I think all of a sudden the zombie genre was opened because it was exposed to more people that would normally watch zombie movies. Il est véritablement honoré de faire partie de cette génération-là, et au final, il estime que ça va surtout être l'introduction du genre du zombie dans l'univers vidéoludique par le biais de Resident Evil, House of the Dead, qui a permis d'apporter un type de personnage, un type d'univers à un public qui ne le connaissait pas à la base. À partir de là, donc, il y a eu effectivement l'adaptation de Resident Evil en film, il y a eu ensuite toute la Shaun of the Dead, donc il y a une approche complètement nouvelle, et c'est toutes ces générations-là qui ont permis effectivement d'apporter cet univers-là, ce type de personnage à un public qui ne le connaissait pas. Il est honoré de faire partie de cette génération. Question suivante. Bonjour. Hello.
Est-ce que vous connaissez les jeux Telltale, The Walking Dead? Est-ce que vous y avez joué ou travaillé avec Telltale sur ce projet? No, the games are separate from the TV show. C'est une entité complètement différente de l'équipe de la série. I played it, but we're not involved with that. There are some other like masks and toys and things like that we're involved with, but not the video games are separate. La partie vidéoludique est une partie dans laquelle il n'est pas du tout impliqué. Voilà, donc, par contre, tout ce qui est la partie produits dérivés et masques, il a effectivement une application plus importante. Question suivante. Bonjour. Je voulais savoir quel épisode vous a le plus plu à faire depuis le début de la série The Walking Dead. That's a great question because they're all very different. The first episode of season 5 was big action. You know, they go to Terminus and they blow everything up, and Carol shoots everybody, and it's a really great episode. And then the next one I did was Tyrese, and that episode gave me an opportunity to be very creative with my camera work and my direction. It was a very different kind of episode than I had done before. Techniquement, en fait, tout va dépendre de l'approche qu'il a et du rôle qu'il a par rapport à l'épisode. Le premier épisode de la saison 5 était génial à faire parce que voilà, c'était arrivé à Terminus, et Terminus qui explose, et Carol qui tire sur plein de monde. Donc voilà, il y avait c'était très très fun à faire, mais au final, l'épisode qu'il a réalisé sur Tyrese lui a permis de travailler quelque chose de beaucoup plus émotif, dans l'émotion par rapport à Tyrese, et donc de faire des essais, lui, de tester des choses qu'il ne savait pas forcément faire du point de vue de sa gestion de caméra, gestion d'acteur. Donc l'approche par rapport aux épisodes est vraiment différente selon l'épisode en lui-même. Listen, I've directed 11 episodes, and I would say I like them all for different reasons because they're all dramatically different. Even the 1 or 2 episodes that I don't love as much, they're in the show for a reason because you need to bridge the storyline. And in season 3, I directed one episode that I was supposed to direct, the episode with Morgan and Rick and Michonne, but Lenny James' schedule didn't allow, so we flip-flopped, and I ended up directing a different episode, and I was disappointed because I loved that script and I wanted to direct that episode, but every single episode is very different, and understanding that even though I didn't direct Clear, the episode that I directed sort of set the stage for other moments in the show, so it's very important. Techniquement, il a dit donc, il a réalisé 11 épisodes dans l'intégralité de la série et il les aime tous pour des manières différentes, voilà, que ce soit pour un point de vue maquillage, un point de vue réalisation, un point de vue effet. Mais même les épisodes, les 2-3 épisodes qu'il aime moins que les autres, on va dire, sont dans la série pour une raison. Ils apportent tous quelque chose à l'histoire, quelque chose au personnage. Et même l'épisode au courant de la saison 3 qu'il devait réaliser, dont il n'a finalement pas eu la réalisation, vu qu'il a eu ils ont dû switcher avec un autre réalisateur pour les questions de planning et de timing. Même cet épisode-là, qui pourtant n'a pas pu réaliser, il a vraiment une affection toute particulière, même s'il n'a pas été impliqué au niveau de la réalisation. Justement, juste pour compléter sur ce point, comment ça se passe comment est-ce qu'on vous affecte un épisode? C'est en fonction de votre planning? C'est vous qui choisissez en fonction des scripts? Comment ça se passe? Scott Gimple, the showrunner, picks the episodes. I've directed the season premiere for the last 2 years, and I'm going to direct the season premiere for season 6. And he sets them up based on who each director's storytelling strengths are, which I think is very smart. And plus, because I'm the producing director, so I'm there all the time, if somebody falls out and there's a director who has to step away, then they have me to kind of step in and fill that slot, which has happened a couple times when directors have fallen out, and then I've stepped in to direct their episodes. Techniquement, la décision revient à Scott Gimple, donc le showrunner et producteur de la série. Donc en fait, c'est lui qui choisit les différentes au niveau des productions, au niveau des réalisations. Les deux dernières saisons, donc c'est Mr Nicotero qui s'est occupé de la réalisation des épisodes de début et de fin. Ce sera encore lui sur le premier épisode de la saison 6. Mais après, en général, voilà, la décision est déjà faite, déjà calée sur les différents scripts, mais il arrive parfois qu'un réalisateur soit
bloqué ou retenu, et à partir de là, Mr Nicotero en général prend la charge de s'occuper de cette partie-là, parce qu'il a Mr People a l'habitude et connaît son style, et sait que quoi qu'il arrive, la réalisation sera impeccable. Question suivante. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez des incidents sur le tournage qui déteignent sur les épisodes en cours ou... Ils ont qui meurent, quoi. Non, en fait, non, non, des incidents, par exemple, je sais pas, un acteur malade ou quelque chose d'imprévu, que du coup ça fait que l'épisode parte complètement quelque chose qui ne devrait pas être. There were a few instances, I think. In season 3, there was a scene where Merle and Daryl got into a fight. And it was choreographed in one way, and then at the last minute it changed, and Norman got hit above the eye with a fake gun, and big cut, and blood just sort of poured out. A couple things like that have happened. You know, you always get into the close proximity of the fighting, and sometimes the actors, when you say action, their adrenaline goes, and then they punch somebody in the face. And it's happened. In episode 12, when they get to Alexandria, and Glenn is walking in, and Aiden is behind him, and he grabs Glenn's shoulder and spins him around, and Steven dropped him right to the ground. Alors oui, effectivement, c'est déjà arrivé au courant de la saison 3, il y avait une scène de combat entre Merle et Daryl qui était chorégraphiée d'une certaine manière, et en fait, pour des raisons X ou Y, la chorégraphie a été changée à la dernière minute, et en fait, Daryl a été, l'acteur qui joue Daryl a donc été frappé à la tête donc, avec une arme factice, sauf que le coup a été mal placé, et au final, il y a eu la carte sourcilière ouverte, et donc le sang a giclé absolument partout. Et une anecdote du même genre est arrivée, Après, oui, c'était l'épisode 12 de saison 5 où donc Glenn devait faire retourner un personnage et donc le frapper. Et ben, le coup, pour le coup, a vraiment porté et il y a eu un effet radical. Bonjour. Ma question, c'est par rapport à la réussite de Walking Dead. Il y a une nouvelle série qui est sortie, c'est Z Nation. Est-ce que pour vous, c'est plutôt un concurrent direct ou pour vous plutôt une fierté que ça marche tellement bien qu'une nouvelle série est sortie grâce à ça? I've never seen it. Is it good? I've never seen it. I always thought that it was kind of the low budget version of The Walking Dead. Techniquement, il n'a pas vu la série, mais de ce qu'il en a vu, il avait l'impression de voir une version low cost en fait de The Walking Dead. Je crois que c'est fait un peu exprès, quoi. C'est l'équipe de Sharknado qui fait ça, donc voilà, c'est un peu exprès, enfin bon voilà quoi. Walking Dead c'est George Romero et Z Nation c'est Bruno Mattei, pour ceux qui connaissent. Oui. Question suivante, c'est à vous. Bonjour, j'aurais voulu savoir, en tant que jeune maquilleur, comment vous voyez-vous l'avenir dans le maquillage et où se passera-t-il, Toronto, New York ou ailleurs? Well, I'm proud to say that I feel that The Walking Dead is putting makeup back in the forefront. I have a lot of people that approach me intrigued and encouraged about the practical aspect of makeup and what we're able to do on the show. You know, there's always going to be prosthetic makeup, there's always going to be CG. My personal opinion is that the more and more we go into things like this, the more younger people that were inspired by makeup are getting into the film industry, so they're more inclined to want to go with practical makeup as opposed to CGI. So I think that
if anything, I think that The Walking Dead has done a great job of shining a very positive light on the artistry of sculpting and mold making and painting and makeup effects. Alors, il est très fier du fait que pour lui, The Walking Dead a permis de rappeler à tout le monde ce que le maquillage physique, le maquillage réel, pouvait faire et pouvait apporter en termes d'effets, en termes de réalisme, en termes de création. Aujourd'hui, il se rend compte qu'avec The Walking Dead et d'autres séries du même genre, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent de plus en plus donc à la sculpture, à la peinture, à la création de ces maquillages-là. Et de cette partie-là, il en est réellement très, très, très fier. Donc je pense que le maquillage va continuer à avoir cette importance-là. C'est bien que ça ait été rappelé, parce que l'avènement de la 3D a fait énormément de choses, mais rappeler qu'on peut aussi faire des choses réelles, de manière artistique, comme c'est le cas sur The Walking Dead, est quelque chose de très important et dont il est très fier. Une autre question. Bonjour. J'ai plusieurs questions en fait. La première, c'est comment vous est venue l'idée que certains personnages aient une arme propre, comme par exemple Michonne avec son katana ou Daryl avec son arbalète. Et une autre question, c'est quel a été l'épisode le plus dur à réaliser avec énormément de zombies ou énormément d'explosions? Je pense que la question c'est un peu lié au comics, mais I think in terms of the weapons, the katana and Rick's gun are from the graphic novel, from the comic book. I know Daryl Dixon's crossbow was a result of Frank Darabont, who, Daryl Dixon's not in the comic book, so his character and Michael Rooker's character of Merle were written in the first episode of The Walking Dead. In terms of... Techniquement, en fait, pour certaines armes, ils n'ont pas vraiment eu le choix. Le katana du personnage de Michonne et le code 45 du personnage de Rick étaient des éléments qui étaient déjà dans le comics et qui faisaient déjà partie de l'identité visuelle de la série. Par contre, effectivement, des personnages comme les frères Dixon et notamment donc l'arbalète de Daryl sont des éléments qui ont été apportés dans le premier épisode par Frank Darabont. In terms of the most difficult episodes, the ones that I've directed, there was an episode in season 3, episode 5, called Say the Word, which is when Michonne leaves Woodbury and we establish the pits where Merle is capturing the walkers. And then we also establish the arena where they're having the fights. So that was a very challenging episode because we had two different storylines. We had the governor at Woodbury, and then we had Andrea leaving and Michonne staying, and we had to set up a lot of big moments that we're going to play off for the rest of the season. So establishing those moments and those pieces that we'll play off was very hard. Techniquement, Season 3, episode 5. Donc c'est l'épisode le plus difficile pour lui, ce qu'il a réalisé, ce serait donc l'épisode 5 de la saison 3, l'épisode donc où Michonne quitte Woodbury, vu que c'est un épisode où on découvre les énormes trous dans lesquels sont enfermés les zombies, les arènes qui sont organisées par Merle et ses hommes. Donc c'est un épisode qui était très complexe parce que c'est un épisode qui mettait en place énormément de choses qui allaient avoir beaucoup d'impact sur l'histoire et sur les événements qui allaient ensuite s'aborder dans la série. Donc il y avait beaucoup de précision et beaucoup de pression sur ne pas rater ces instants qui allaient avoir énormément d'impact sur le reste de l'histoire. Ça a été le plus difficile. On a encore le temps pour une toute petite dernière question. Bonjour, merci pour votre travail en particulier. Une petite question concernant l'univers des zombies. Dans la série, on pourrait penser que les zombies sont tous un petit peu semblables au niveau de leur manière de fonctionner. J'entends par là pas de personnalité particulière au niveau des zombies. Mais vous avez réussi par moments à créer des zombies un petit peu originaux. Je pense à Bicycle Girl ou aux zombies de la prison avec les casques bondés qui ne permettent pas d'être abattus facilement. Est-ce que vous avez d'autres idées pour la suite de la série pour renouveler le type de zombie en lui-même? Voilà. Merci. I have lots of ideas, I just can't tell you. It was something that I was mentioning earlier. I was talking to some people.
it's challenging to get emotion out of these characters because they're monsters almost. So it's, for us, again, it's how people react to those particular characters. And there was an episode, I think 10, where of season 5, where Maggie finds the walker in the trunk of the car, and she's tied up, and you feel something for it. So it's important that we set those scenarios up where you get some emotion behind it, and they're not just you know, the same dead guy every 5 seconds. Alors, encore une fois, comme par rapport à la mort des personnages, ce qui était très important en fait, ça a été de travailler sur non pas vraiment le zombie en lui-même, mais sur la réaction que les personnages vont avoir par rapport aux zombies. L'exemple qu'il donnait était celui du zombie que Maggie, donc, dans la saison 5, retrouvait attaché dans le coffre. En soi, techniquement, c'est juste un zombie de plus, mais ça va être la réaction du personnage par rapport à cette situation qui fait que le zombie va être différent dans la tête du spectateur et va apporter autre chose dans l'histoire. Après, techniquement, des idées, il y en a plein, mais il peut vraiment gagner. Et la sur-dernière de dernière, c'est... Bonjour. Je voulais savoir, bon, ça fait longtemps déjà que vous travaillez sur Walking Dead. Vous avez fait plein de zombies différents et plein de morts différents. Comment vous vous renouvelez pour que ça ne se ressemble pas et qu'on aille toujours un peu plus loin dans l'horreur et dans les bas-fonds de la noirceur de nos pensées, en fait, c'est ça que... It's hard to keep it fresh and to keep it new, but that's something that I feel we've been successful at doing, not only in the situations, like in this last season we had the walkers in the water, and then we had the fire hose, and then we had the melted walkers. So we're continuing to keep it fresh by changing out the scenes where you interact with them so that it doesn't feel like you're seeing the same thing over and over again. C'est effectivement très très difficile de toujours garder les idées nouvelles, les idées fraîches. Donc au final, le gros travail, ça va être surtout sur la mise en situation. Donc la saison 5, il y a eu des zombies qui étaient immergés depuis des mois, donc qui étaient vraiment pas particuliers. L'épisode où il se débarrasse de zombies avec un lance-incendie du camion de pompiers. Donc à chaque fois, c'est surtout dans la mise en scène et dans l'approche de situations dans lesquelles on n'a pas forcément l'habitude d'imaginer des zombies, ou des situations dans lesquelles on n'imagine pas gérer les zombies de cette manière-là. C'est déjà fini malheureusement, on pourrait écouter Mr Nicotero pendant des heures, mais ne vous inquiétez pas, si vous revenez demain, il sera ici dans cette même salle à 14h pour une masterclass de maquillage, une démo en direct sur la scène, ça revenez vraiment voir ça. Il sera également de retour à 16h15 demain pour une conférence sur toute sa carrière. Et puis Thomas et l'équipe de la régie qui nous ont créé des vidéos de manière parfaite. Merci à tous. Mesdames et messieurs, nous allons vous demander de quitter la salle par le haut, s'il vous plaît. Cette conférence est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir visionnée dans son intégralité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et ça l'aide à être mieux référencé. Vous pouvez également la partager sur Facebook, mais également sur Twitter. Je vous propose également de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez en voir plus et si vous souhaitez suivre mes aventures. Vous pouvez également retrouver une ancienne conférence ici et une autre vidéo de la chaîne ici même. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Humble salutations, c'était TX9000.